Bonjour. Je viens voir Christopher Charret. OK, il est en bas. Il faut aller... En arrière? En arrière, là. OK, merci. Hey! Christopher, je viens voir. Salut! Ça va bien? Le genre de questions à poser, je veux dire, ça devenait comme naturel à un moment donné. Là. Ouais, c'est sûr que... Il y a des choses à évaluer. Là, si j'écoute les choses quasiment. Mettons... Si ça m'empêche de fonctionner, ça, je peux comprendre. Mais sinon, les idées, quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est pas comme « Ah, go, on envoie les policiers », c'est pas ça, là. Mais c'est « OK, vous avez des idées suicidaires, bon... comment ça se présente dans votre tête? Vous avez une intention de concrétiser vos idées suicidaires ou c'est plus, vous avez des flashs? Des flashs, ça c'est comme des images qui spontanées qui viennent en tête. Exemple, la personne s'imagine en train de se trancher les veines, mettons. Puis c'est pas des pensées que la personne a dit « Hey, c'est quelque chose que je veux faire », mais c'est comme ça vient dans ma tête, mais on dirait que ma tête intercepte la pensée de quelqu'un d'autre. On dirait que c'est pas moi de faire ça. C'est pas moi de me trancher les veines. C'est pas moi de... C'est d'explorer, c'est ça. C'est quoi ces idées suicidaires-là? Puis si la personne a dit qu'elle a un plan, puis tout ça, puis qu'elle veut le faire, ben, t'es-tu en contrôle? T'sais, en ce moment, t'es-tu en contrôle pour ne pas le faire? C'est beaucoup là que ça joue. T'sais, si la personne a un plan, elle dit qu'elle veut se lancer en bas d'un pont, elle a une date, puis qu'elle a accès pour se rendre au pont, ben on est comme, ben OK, mais là, la date, c'est quand? C'est-tu l'année prochaine ou c'est en fin de semaine, dans 2 jours? Ah, OK. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Christopher Charret est intervenant au Centre de crise de Québec. Méconnu, discret, le Centre de crise de Québec occupe pourtant une place essentielle dans l'offre de soins et le support aux personnes en détresse dans la région de Québec. Christopher, mon invité cette semaine, nous présente le centre, sa mission, sa structure et le rôle essentiel qu'il joue pour les personnes en crise dans la région de Québec. Bonne écoute. Christopher, bon matin. Bon matin. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Ce matin, on est au Centre de crise de Québec, qui est situé sur René Lévesque. Puis, je dois dire que j'ignorais l'existence même de... Ouais, hein? C'est un secret bien gardé. Ouais, puis tu vois, c'est un petit peu ça qui m'amène aujourd'hui à venir te parler. C'est que je trouve que c'est peut-être un secret trop bien gardé. OK. Puis on verra un petit peu plus tard pourquoi que je pense que c'est trop bien gardé, puis c'est quoi les répercussions par rapport à ça. Mais c'est certain que de savoir que le centre de crise existe, je pense que c'est... grosso modo, ça peut éviter des fois certains drames. Oh, oui, tout à fait. Donc voilà. Est-ce que, à ta connaissance, les voisins sont au courant même de l'existence du centre? Il y a la clientèle qui circule un peu. Vous avez des clients, je dirais, plus que des patients? Ou... Ouais, je te dirais. Sens pas ça, non? Non, je pense pas qu'ils sont au courant. Je pense qu'ils le savent peut-être parce qu'ils l'ont su. Pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est pas criant en avant quand on passe devant. Tout à fait. Puis il y a une maison en avant aussi, de l'autre côté de la rue. Exactement. C'est une autre de nos résidences. Ouais. Puis il y en a une troisième que tu n'as pas vue. OK.
Il y en avait une qui était pas loin du l'ancien Colisée Pepsi. Ah, ok, c'est complètement. Ouais, elle a été rachetée, puis là, elle déménage là, tout près, là, environ à 200-300 mètres d'ici. Là. Fait qu'on va avoir nos 3 résidences. Côte à côte. Ouais. Plus facile à gérer. Ouais, plus facile à gérer, mais c'est pas ce qu'on voulait nécessairement. Là. Je pense que c'est. Pour la clientèle, peut-être. Ouais, on aurait aimé ça avoir quand même un pied ici, puis peut-être un pied en Basse-Ville, dans le même quartier. Okay. Mais l'immeuble, c'est ça, a été comme mis à terre. Là, donc, okay. Donc malheureusement, là, faute d'espace, on s'est ramassé ici. Ouais. Bonjour. Ça, c'est l'intervention de crise. C'est vraiment ce que je disais tantôt. Là, c'est ici le centre d'appel. C'est pas. Il y a 2 lignes en tout temps, puis il y en a une 3e, là, dépendamment de l'heure dans la journée. Là. OK. C'est vraiment ici. Là, ça, c'est mon bureau. Quand on prend des appels. Ça, t'es plus grand, fait que t'as mis ton bureau sur des. Ouais. Okay. Il y a de l'eau dans la cave, on dirait. Ouais. OK. C'est ça. Puis quand tu es au téléphone, si tu prends pas des appels, tu fais quoi? Y a-tu comme des suivis de dossiers? C'est sûr qu'il y a des notes à prendre. Okay. Ça, c'est clair. C'est ça, à prendre l'appel. Des concertations à faire avec des médecins. OK. Puis depuis une semaine, ces pensées-là, c'est quoi? OK. Puis avez-vous un suivi en place? OK. Puis c'est-tu la première fois que ça vous arrive? Si tu prends pas d'appel, souvent tu fais des appels. Des fois, les relances qu'il faut faire, un paquet de choses. C'est pas. Mais ça arrive, la fin de semaine, ça arrive, il y a des temps morts, ça, c'est clair. Ouais. Est-ce que ça arrive, mettons, que. J'imagine qu'il y a un répondeur, si toutes les lignes sont prises? Ouais, le répondeur, il demande de rappeler comme un peu plus tard. Hein, ça arrive, pas les messages. Non, ça c'est clair, on a une ligne de crise, donc on pourrait pas avoir une boîte dangereux. Ça serait super dangereux. Ouais, tu prends le message, tu rappelles, ça répond pas. C'est ça. C'est comme coincé. Quel est ton rôle ici au Centre de crise de Québec? J'ai 2 chapeaux. Le premier, c'est intervenant de crise. Donc, moi, je travaille principalement à l'intervention de crise téléphonique et à l'équipe mobile. Donc, c'est le même emploi. Dans le fond, moi, quand je rentre travailler, on prend des téléphones, on évalue les situations. Si ça nécessite une intervention en personne, ben là, on raccroche le téléphone, on se déplace, puis on va évaluer la personne en vrai, chez elle, dans son domicile. OK. Ouais. Okay. Fait que ça, c'est vraiment du côté intervention. Puis sinon, ben on est un organisme communautaire, mais on a aussi on a un syndicat. Donc, moi, je suis vice-président je suis membre de l'exécutif du centre de crise. Okay. Donc c'est ça. Je suis là un peu pour défendre les intérêts des employés. Puis on a eu des projets récents par rapport à ça, qu'on a eu une campagne de financement là, à l'hiver passé. Une campagne de visibilité. Fait qu'on pourra en parler un petit peu plus en détail, mais c'est pas mal mes 2 rôles que j'ai. Quel genre d'études on fait pour travailler dans un centre de crise? Est-ce qu'on se dirige vers ça ou c'est la vie qui t'a amené ici? Je dirais que ouais, la réponse plate, c'est la vie. Mais ouais, ça c'est la réponse plate, mais je dirais que pour répondre à mettons, qu'est-ce que ça m'a amené de travailler au centre de crise, je dirais que à la base, j'ai un esprit communautaire, fait que ça m'a attiré vers là. Ah oui? Mais les études, ça c'est vraiment, il y a de tous les environs. Là. Moi, j'ai un bac multidisciplinaire, fait que j'ai un profil en toxicomanie, en criminologie puis en travail social. J'ai des collègues qui, eux, ont étudié en psychologie, d'autres en psychoéducation, éducation spécialisée. Il y en a vraiment de tous les domaines. On a une infirmière aussi, puis on a même une psychologue qui travaille comme intervenante ici. OK. Donc, tous les horizons. J'imagine que c'est une plus-value d'avoir des gens qui viennent... Oui, en effet. Lorsque vous êtes autour d'une table, oui, c'est très enrichissant. Les visions sont différentes, là, sinon qu'on soit... On apprend du de nos collègues. Du côté criminaux ou du côté psycho, c'est... Carrément. Okay. C'est ça qui fait la richesse du centre de crise. C'est ça, par les différentes approches, c'est ça qui a garanti d'aller rejoindre tous les clientèles qu'on a, parce qu'on a une clientèle très large. Là. Ah oui? Donc, okay. c'est ça.
Puis, avez-vous des fois, est-ce que ça génère des discussions qui n'en finissent plus? Ah, écoutez. Pas obligé de répondre. Au centre de crise, là, la parole là, se fait aller. Là, je dirais qu'en tant qu'intervenant ici, là, je dirais que même depuis que je travaille ici, ça va faire presque 3 ans bientôt. Là, je trouve vraiment que mon vocabulaire là, s'est diversifié juste en travaillant ici. Là, ouais, OK, ben, c'est une bonne école. Oui, c'est une très bonne école. Ben, écoute, on s'est parlé l'autre fois en préparant l'entrevue, puis aujourd'hui, tu as l'air d'être dans un environnement qui te plaît. Là. Je suis dans pas l'air malheureux. Là. Ouais, vraiment, je suis dans mon élément. Là. Je me suis vraiment découvert, je dirais, ici. Là. J'avais travaillé plus à la base, moi, j'avais travaillé j'ai eu un stage en dépendance quand j'étais à l'Université de Sherbrooke. Puis j'avais aussi travaillé à Québec en dépendance. J'avais travaillé à la Vigile, qui est un centre de thérapie pour les métiers d'urgence. Là. Il y avait des gens en uniforme, fait que des militaires, policiers, ambulanciers. C'est vraiment un centre de thérapie vraiment aménagé pour cette clientèle-là. Stress post-traumatique ou... Oui, en effet. Mais c'est vraiment pour tous les problématiques. Eux, là, on parle de... Ça peut être simplement... un policier qui vit un deuil d'une relation, une rupture avec sa conjointe, ça va moins bien, il était plus fragile à ce moment-là. Il a besoin d'une espèce de répit à cet endroit-là, à la vigile. Fait que il offre un service de thérapie pour ça. Quand même. C'est simplement, tu dis, militaire? Les métiers qui sont en uniforme. On a vu des infirmières aussi. Ça s'adresse aussi aux proches de ces gens-là. Fait que, militaires, policiers, pompiers, paramédics. Est-ce qu'un médecin pourrait aller là? Oui, médecin aussi. Oui. Les médecins ont leur propre programme d'aide là, qui s'appelle le programme d'aide aux médecins du Québec. Ouais. Tu vois, la vigile, j'en apprends à tous les jours. Ouais, peut-être, je sais pas, dans votre programme d'aide, y a-tu comme des répits, des choses un petit peu plus non, il n'y a pas de... à l'externe? C'est plus de la consultation. C'est pas considéré comme des traitements. Donc, les médecins qui appellent au programme d'aide aux médecins du Québec ne sont pas considérés comme des patients. Ils sont considérés comme des clients. Okay. Il y a une petite nuance importante. Donc, la personne à qui ils parlent ne devient pas leur médecin traitant. Devient un conseiller. Peut-être les orienter vers des ressources en psychologie. Peut-être les aider à trouver un médecin. Donc, peut-être la vigile se fait référer de ça. Je serais surpris. J'en ai pas entendu parler. Je vais m'informer. Puis, c'est intéressant quand même de voir un organisme comme ça. Puis ça, à la vigile, par curiosité, le plus grand pourcentage venait de quel... Est-ce qu'il y avait comme un secteur d'activité qui était plus représenté? Ça sera pas scientifique, ce que je vais te dire, là. Je dois quand même dire que, à mes souvenirs, là, j'ai peut-être plus vu de policiers. Des policiers? Ouais. C'est vraiment une ambiance comme une caserne, là. J'ai vraiment apprécié mon parcours, là. Puis, pour revenir à la question, dans le fond, c'est ça, j'avais un background là, puis finalement, vu que j'avais travaillé plus en dépendance, puis j'étais en début de carrière, je me suis dit, je pense qu'en début de carrière, c'était important que je voie plusieurs clientèles, je voie plusieurs problématiques. Fait que, en me ramassant au centre de crise, c'est un petit peu ça que je réalise, là, c'est que il y a beaucoup de roulements de clients, on voit beaucoup de cas, beaucoup de pathologies, beaucoup de situations. Fait que ça, c'est en ça que je dis que c'est une bonne école. Là, tu me parlais de tes fonctions ici, donc... prendre les téléphones, mais intervention terrain, donc, mais une journée type, parce que tu vas toujours sortir ou... Ouais, une journée type, je dirais... Si ça existe? Ouais, ça existe pas. Ça existe pas. Tu sais à quel endroit il faut que tu te rendes pour aller travailler, puis à quelle heure, mais tu sais pas où est-ce que tu finis quand ça termine, puis tu sais pas à quelle heure. OK. Je dirais qu'en général, on pourrait parler d'une intervention terrain, là, qu'on appelle un déplacement par jour. OK. Ça peut aller à plus. Ça se peut qu'il y ait des 2-3 jours que j'en ai pas. Mais ça, c'est juste pendant mon corps, parce que nous, on a un service 24/7. Donc, le soir, il y a une autre équipe mobile, la nuit aussi. Fait qu'il y a des gardes, tout. Oui, il y a des gardes. Tu fais des gardes, j'imagine, c'est ça? La nuit, j'aime moins ça. Je te comprends. Fait que je fais faire des gardes, comme des gardes de jour aussi, là, quand on s'en vient vers la pénurie de personnel, je vais vous en parler tantôt, là, mais ça l'amène plus de garde d'équipe mobile à faire, en effet. Ouais. Puis, qui appelle, donc, quand c'est une personne en détresse, ou ça va être un proche, ça va être la police? Je dirais que c'est ça un peu qui rend
notre richesse, nous, au centre de crise, puis qu'est-ce qu'on amène, c'est qu'il n'y a pas de... C'est très, très inclusif, là. Nos services là, sont vraiment pour tous. OK. La plupart, je dirais, là, dans notre rapport annuel, là, à 60%, c'était des gens eux-mêmes qui appelaient pour eux. Puis je pense que c'est 20 ou 25%, c'était des proches de la famille, l'entourage. Puis bon, le reste de la proportion, il y a beaucoup justement des médecins qui appellent pour leurs clients, des psychologues, des travailleurs sociaux, des organismes partenaires qui veulent nous référer des gens, beaucoup les hôpitaux aussi. OK. Parce que les hôpitaux, ils ont des ententes avec le centre de crise pour réserver des lits. Ouais, je dirais que c'est pas mal tout le monde. Alors, on va pouvoir mieux comprendre. On en a parlé l'autre fois, puis encore une fois, tu me racontes ça, j'essaie d'imaginer. C'est très abstrait, oui. Ben, c'est abstrait, puis j'essaie d'imaginer, je me dis, ça peut être n'importe quoi, là. Écoutez, un petit exemple comme ça, je dis pas n'importe quoi de façon péjorative, dans le sens que ça peut être vraiment une étendue vraiment. Des choses anodines à des choses complètement dramatiques, presque. Ouais. Des situations où il y a des menaces peut-être pour la vie ou autre. Ah oui, c'est ça. Ça, en effet, ça fait vraiment partie de notre travail. Puis même, mettons, pour vous donner une idée à quel point c'est large, on a des appels des fois d'employeurs qui veulent congédier un employé, sont tellement stressés par l'éventuelle réaction que la personne peut avoir, qui nous appellent pour être là juste pour annoncer le congédiement. Donc ça, c'est vraiment une demande plus farfelue. Ça arrive. C'est tout à l'honneur de l'employeur, peut-être, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, c'est que les antécédents expliquent un petit peu pourquoi. Là. Donc, vestimentaire là aussi pour les gens qui arrivent qui sont plus démunis ou, exemple, il y a des gens qui ont des punaises de lit. Fait qu'en arrivant, il faut faire un court protocole sur leur linge. Puis la maison de l'autre côté de la rue, est-ce qu'il y a aussi un intervenant la nuit là? Oui, toujours. À toutes les résidences, c'est sûr qu'il y a toujours un intervenant. 24 heures sur 24. Ouais, ça, c'est sûr. OK. Mais si vous voulez, on peut aller faire un petit tour au côté aussi. Dans le cas, c'est pas un problème. Ce qu'on appelle dans notre jargon à nous RTO, donc résidence thérapeutique de l'Ouest. OK. Donc, on a beaucoup parlé de toi, mais ce qui t'a amené ici, mais si tu me disais un peu, dans le fond, le centre de crise de Québec, là où on est aujourd'hui, d'où ça vient, l'origine, un peu la structure derrière ça? Ça fait 35 ans que ça existe, le centre de crise, ou 36 ans. La fondation était en 1986. C'était sous les mesures, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, le ministère des Santé et des Services sociaux, dans une grande ère là, de désinstitutionnalisation. Fait que dans l'objectif là, de rapprocher un peu là, des centres d'aide, là, de rapprocher les intervenants là, des clientèles qui peuvent être à risque. Ils ont créé le centre de crise de Québec. L'intervention de crise existait déjà. C'était quelque chose qui était comme en développement. C'est comme vraiment un champ là, de spécialité quand même en soi, là, très précis. Donc voilà. Puis le rôle, ben c'est ça. La mission, en fait, c'est d'intervenir auprès des gens qui vivent une situation de crise, qu'elle soit situationnelle ou liée à un trouble de santé mentale. Concrètement, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on... Les gens nous appellent, la porte d'entrée pour nos services, c'est la ligne téléphonique. Donc, les gens nous appellent, nous autres, on travaille avec eux dans l'ici et maintenant pour comprendre c'est quoi la crise, donc cibler le besoin, puis orienter vers des solutions pour que les gens, pas pour qu'ils soient bien puis que tout aille bien, c'est pour que ça soit un peu moins pire. Parce que les gens qui sont en crise, quand on est en crise, il n'y a pas grand-chose qui peut nous soulager. C'est comme, il faut stopper la crise. Fait que nous, on va essayer de trouver des orientations pour que ça cesse d'être la chute libre, dans le fond. Donc c'est ça. Nous autres, ensuite, en ciblant le besoin, on est capable d'orienter vers des organismes qui offrent les services qui répondent à ces besoins-là.
Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Vous êtes comme une première ligne un peu. Puis oui. Je dirais qu'on ressemble un peu, je pense qu'on reçoit quand même des appels un peu comme l'Info Social 811. On fait un peu une partie de ce travail-là, mais on est plus spécialisé dans l'intervention de crise. C'est drôle parce que tu me parlais de la crise, puis c'est drôle l'image parce que tu me parles de l'image d'une chute. Ouais. Puis moi, j'avais dans la tête une marmite qui bouille, puis qui déborde. Puis qui va peut-être exploser. Ah, c'est bon. Ah, mais moi, c'est curieux. J'ai comme un petit diagramme dans ma tête là, que je pourrais te faire. Là. À la radio, ça se fait moins bien. Là, mais ouais, c'est ça. Vous faites quand même beaucoup d'interventions par année. Je ne sais pas si les chiffres sont bons. D'abord, le nombre d'employés. Là, je sais tu parlais de pénurie tout à l'heure, mais vous êtes une soixantaine. Ouais, mais la dernière fois qu'on s'est parlé... Vous devriez être une soixantaine. Ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dit une soixantaine, je pense, mais j'ai revérifié avec ma directrice aux ressources humaines, puis on est rendu moins que ça. Ouais. Okay. Je dirais que en 2000, j'ai pris l'information, là, en 2019, en septembre 2019 même, on avait 70 intervenants, puis 11 assistants. Puis aujourd'hui, on est 39 intervenants et 2 assistants. 50% d'attrition. Ouais, fait que c'est... Pour les mêmes besoins. Fait qu'on répond, ouais. Parce que j'avais vu sur votre site ou sur le site là, de votre syndicat, il parlait d'environ 20 000 interventions par année. Ouais. 6 000 personnes qui appellent. Mm-hmm. L'hébergement que vous offrez ici, c'est quoi la structure, la fonction, la durée, le type de clientèle, tout ça? Donc, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait là, de vous expliquer un peu les services du centre de crise. Premièrement, je disais tantôt, on avait l'intervention de crise, c'est vraiment la porte d'entrée pour les autres services qu'on offre. C'est le téléphone. Tous nos services sont 24/7. Fait que, en appelant là, on parle rapidement à l'intervenant, comme je disais, qui cible le besoin et tout ça. On a un service d'équipe mobile qui peut être envoyé selon nos critères, qu'on expliquera peut-être un peu tantôt. On a l'hébergement de crise qui est un hébergement de courte durée. On parle d'au plus une semaine. Ça permet aux gens de se déposer, de cesser comme la chute libre là, qu'on observe là, dans les moments qui précèdent la crise. Donc, ça donne un endroit aux gens, ça donne un milieu sécurisant aux gens pour lesquels il n'y a plus de sécurité dans leur trajectoire. Ils ont comme cumulé des échecs. Puis là, le fait de venir au centre de crise, puis d'avoir un endroit sécuritaire, d'avoir des intervenants qui sont à leur disposition 24/7, qui s'assoient avec eux pour faire un plan de séjour, donner des objectifs très minimum. Là. On parle de... Parfois, c'est seulement s'alimenter 3 fois par jour, dormir à des heures régulières, prendre soin de soi. Des fois, c'est pas plus loin que ça. Mm-hmm. Mais ça, au bout de la ligne, au bout de la semaine, pour une personne, ça peut être une réussite. Puis peut-être que sa dernière réussite à cette personne-là date d'il y a des mois. Fait que c'est ce qu'il décrit quand je disais tantôt, stopper la chute libre. Mm-hmm. Ben là, on vient de créer un petit plateau qui va peut-être permettre à la personne de prendre la flamèche qu'elle a besoin pour repartir vers le haut, là. Okay. Dans mon petit diagramme que je fais avec mes mains. Là. Mais dis-moi, le type de clientèle qui va séjourner ici, là, parce que il y a un enjeu de sécurité aussi, j'imagine, pour les autres personnes, pour les employés. Ouais. Comment est-ce que vous sélectionnez? Si vous les sélectionnez? Là, c'est sûr qu'il y a une certaine... on a un regard là-dessus, là. En fait, pour terminer, il y avait aussi l'hébergement temporaire que j'ai pas parlé, qui est qui est l'hébergement qui est fait pour vraiment les gens, c'est jusqu'à 30 jours. Là. Okay. Fait que ça, c'est vraiment fait pour les gens qui ont déjà un suivi. Exemple, quelqu'un qui serait suivi pour un trouble de schizophrénie, que la médication causait problème, qu'ils doivent réinstaller une nouvelle médication. Les gens, mettons, vu qu'ils changent de médication, ben là, ça peut amener des symptômes de schizophrénie, puis ils peuvent être à risque dans leur milieu. D'offrir un milieu sécurisant comme cet hébergement-là permet aux gens de faire le changement de médication. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres indications pourquoi une personne pourrait avoir accès à ce service-là, mais c'est très exclusif comme service. On doit être vraiment référé par nos professionnels, nos suivis. Pour répondre à ta question, tu me demandais le type de clientèle. Je dirais que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'on a
il y a 3 types de crises. Okay? Oui. C'est ça qui définit un peu nos clientèles. Il y a des crises psychosociales. Donc, ça, c'est un petit peu plus, mettons, des gens qui vivent des problèmes situationnels. Donc, une perte d'emploi, une rupture, des fois en même temps, on perd pied, ou quelqu'un qui était déjà fragilisé par de la dépendance. Ça l'amène, là, tout ça, là, à perdre des gros morceaux, ça l'amène à avoir des idées suicidaires, ou bon, fait que la personne a besoin de retrouver ses ancrages. Fait que l'hébergement de crise permet à cette personne-là d'avoir cet environnement-là pour reprendre pied. Ça peut arriver aussi à des gens qui ont... À 70% de nos demandes, c'est ce qu'on appelle, c'est pour des crises psychopathologiques. Fait que c'est des gens qui ont des diagnostics en santé mentale, qu'il y ait eu une dépression ou qu'il y ait un choc de stress post-traumatique, qu'il y ait la schizophrénie, peu importe. Mm-hmm. Fait que à 70% là, de notre clientèle, en tout cas des demandes qu'on a, des appels qu'on reçoit, c'est une clientèle qui ont des diagnostics. OK. Pour ce qui est des enjeux de sécurité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent sur place la nuit? Oui, c'est sûr que oui, il y a toujours quelqu'un présent en tout temps avec la clientèle. On n'est pas personne ici là, au centre de crise, on est mandaté ou on a le droit, il y a personne qui a le droit d'utiliser la force. Là. Fait que c'est sûr que nous, la seule protection qu'on a avec notre clientèle, c'est la confiance. Fait que c'est sûr que quand on prend des gens en hébergement, ben avant toute chose, la porte d'entrée, c'est le service téléphonique. Fait qu'on évalue avec la personne. Ça peut être le genre de personne qui a des comportements violents. Ça peut être une personne qui peut être imprévisible, impulsive. Puis c'est sûr que si on les prend en hébergement, parce que c'est pas un critère d'exclusion, mais il faut qu'il y ait l'engagement de la personne. L'engagement comme quoi la personne s'engage à respecter les règles de vie qui est de ne pas avoir par exemple, des comportements violents envers nous-mêmes ou envers les autres. Puis c'est vraiment notre seule protection. C'est particulier, mais ça fonctionne. Okay. Ça fonctionne. C'est sûr que s'il y a eu, mettons, il y a eu un geste violent pour cette personne-là à un moment quand elle était au centre de crise, s'il y a une autre demande plus tard, on le considère. C'est pas qu'elle est exclue de nos services, mais on va reprendre ça avec elle. La dernière fois, il est arrivé ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer? Est-ce qu'il peut arriver que vous demandiez à des clients de quitter, disons? Ou Oui, ça arrive, là, vraiment. Ça ne doit pas être facile? Non, c'est pas évident, je vous cacherai pas. Là. C'est sûr que c'est parce que ça fait partie du cadre thérapeutique, dans le sens que, si je disais tantôt, le but, c'est de donner l'opportunité à quelqu'un d'avoir une réussite, okay, quand ça fait longtemps qu'elle en a eu. Si la personne s'engage puis maintient son engagement tout au long du séjour, ça, c'est une réussite. Puis, malheureusement, il y a des gens qui reviennent en hébergement. C'est pas toujours des nouveaux séjours. Fait que le fait de leur donner, mettons, cette opportunité-là d'avoir une victoire, il faut aussi qu'il y ait l'opportunité de ne pas être une victoire. Je sais pas si oui, je peux comprendre. Fait que, malheureusement, pour certaines personnes, qui avaient clairement leur place, qui étaient dans le besoin, et des fois, on n'a pas le choix de mettre fin au séjour. Mais c'est sûr à long terme, ça peut les aider. C'est ça les aide à long terme. Sur le coup, ça peut être traumatisant, mais l'objectif, c'est toujours dans l'esprit d'aider la même personne. OK, je comprends. Puis le financement du centre de crise, ça fonctionne comment? Je dirais, principalement, on est financé par des enveloppes budgétaires du CIUS. OK. On a aussi là, des dons de particuliers ici et là. On a aussi, par exemple, la fondation, il y a l'Industrielle Alliance qui font des dons. Il y a Ameublement Tanguay, par exemple, qui font des dons en argent pour des meubles. Centraide aussi, ils nous ont fait des dons de meubles. Je dirais que c'est vraiment principalement vraiment le CIUS. Okay. Et aussi par des ententes, des mandats qu'on a. Avec des ententes, je parle exemple, on a une entente par exemple avec les urgences psychiatriques à Québec, là, ça veut dire le CHUL puis l'Enfant Jésus. Eux, parce qu'ils
réservent des lits, dans le fond, pour nous référer des gens. Simplement, par exemple, le fait d'avoir ces lits-là à leur disposition quand ils en ont besoin, ça nous donne comme une enveloppe budgétaire dédiée à ça. Ok, je comprends. Ou le mandat P38, qui est, mettons, le mandat d'équipe mobile. On a les trousses médico-légales aussi pour les hommes à Saint-François d'Assise. Fait que quand on a des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles, qui veulent porter plainte, ben nous, l'équipe mobile, c'est nous qui va accompagner ces hommes-là à Saint-François d'Assise pour faire la trousse. Vous allez vous déplacer sur ouais, c'est ça. Pour l'accompagnement, là, comme le soutien comme plus psychosocial. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Tu parlais tout à l'heure des ressources humaines, là, 50% d'attrition au cours des dernières années. J'imagine que ça met en péril les services, un peu beaucoup. Ouais, mais c'est sûr qu'à certains moments, on a des réductions de services là, occasionnées par ça. C'est pas, ça arrive pas si souvent. Pour l'instant, on est capable de se débrouiller ici et là. Des gens qui rentrent les 5, 6e quarts. Ce qu'on appellerait du temps supplémentaire obligatoire. Oui, c'est ça. Dans le service de santé. Oui, exactement. Dans le système de santé. Exactement, ouais. On vit un peu la même chose que dans le service de santé. Vous avez de la difficulté à recruter, comme de tous les secteurs? Je dirais que oui, mais ça, c'était là avant la pandémie. Là, c'est comme je disais, là, la stats que j'avais, là, septembre 2019, puis même avant, c'est juste avant la pandémie. On a déjà été 100 intervenants. C'est fait progressivement, puis ce qu'on se rend compte, c'est engager, c'est tel que tel, mais c'est maintenir les employés qu'on va chercher. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'aiment pas leur expérience, pas parce que le travail n'est pas intéressant. En fait, c'est juste parce qu'on n'est pas en mesure de leur offrir des conditions compétitives pour des professionnels qui ont étudié à l'université, par exemple, puis qui, pour leur background, leur expertise, on va leur payer là, 10$ de plus de l'heure quand ils vont aller dans le réseau. OK. Donc, c'est sûr que étant un organisme communautaire, on n'est pas capable d'entrer en compétition avec le réseau. Fait que les gens, souvent, c'est comme ils viennent au centre de crise, c'est comme plus de passage. Ils migrent. Un tremplin. Exactement. Est-ce que ça prend une formation universitaire pour travailler ici? Ou? Au minimum, ça prend une technique. Là, okay. Je crois que c'est en travail social. Mais je dirais une bonne partie des gens qui travaillent ici sont universitaires. Avez-vous des bénévoles? Non. Okay. Avez-vous besoin de bénévoles? Ce ne serait pas pertinent, je pense. Non, c'est ça, étant donné la structure. Oui, puis le service qu'on donne, c'est difficilement aménageable. Ça a déjà été réfléchi, là, mais okay. Ouais. On va prendre une courte pause et on revient avec Christopher Charret. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Christopher, quel est le lien entre le centre de crise, les services policiers, les centres hospitaliers? Là, tu me parles de tout ça.
pas si clair que ça, je pense, pour en tout cas pour moi. Alors j'imagine pour les gens qui en entendent parler pour la première fois. Ouais. Je dirais je dirais que ça, c'est vrai qu'on est beaucoup en lien avec les hôpitaux puis les policiers. Je dirais encore plus quand on travaille à l'équipe mobile là, où je suis, parce que concrètement, je vais rencontrer des policiers, je vais aller à l'hôpital pour accompagner un patient, par exemple. Mais surtout, là, je pense que le lien qui est le plus criant, c'est par rapport à notre mandat P38, le P38, là, maintenant qu'on appelle la loi sur la protection de la personne. Fait que c'est une loi qui s'applique là, pour les gens qui peuvent être un danger pour eux-mêmes et pour autrui de façon imminente. En raison de leur état mental altéré, en raison de qui ont des idées suicidaires ou des idées de s'en prendre à quelqu'un. Nous, en tant qu'équipe mobile, on a le mandat de se déplacer pour faire cette estimation-là de dangerosité. Fait que parfois, en fait, partout au Québec, ce mandat-là, c'est le 811 qui l'a. Sauf dans la ville de Québec, où le mandat il est partagé entre le Centre des crises de Québec et Pêche, qui est un organisme partenaire à nous. Pêche, eux, la différence avec nous, c'est qu'ils peuvent seulement être appelés par les policiers. Monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas appeler Pêche pour demander des services. Chose que c'est là qu'on se distingue. Nous, monsieur, madame, tout le monde peuvent nous appeler. Des policiers aussi, parfois, peuvent nous appeler pour demander une estimation de la dangerosité. Fait qu'à ce moment-là, des fois, on se déplace pour aller voir est-ce que la personne elle peut être un danger pour elle-même ou pour autrui. Si c'est le cas, on recommande aux policiers d'appliquer la P38. Les policiers l'accompagnent à l'hôpital, tout comme nous. C'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire la garde légale. Ce qui permet de garder personne contre son gré là, pendant une période déterminée en attendant l'évaluation psychiatrique. Exactement. Puis, quand tu dis que tu te déplaces dans un contexte comme ça, tu vas te déplacer, arriver, accompagner des policiers, après les policiers, parce que j'imagine qu'il y a un enjeu de sécurité. Là, c'est une bonne question. Les deux sont vrais. Quand je disais là, qu'il n'y a pas une journée à 2h du matin tout seul sur une scène un peu ça peut arriver. Dans l'inconnu. Là, puis, ça peut arriver, avec un petit sac à dos. On court vite à l'équipe mobile. Non, je fais des farces, mais pour de vrai, au niveau de la sécurité, je pense que ça comporte certains risques. Si on travaille quand même avec une clientèle non volontaire, l'équipe mobile, la plupart du temps, c'est une clientèle qui est non volontaire. Ça veut dire que c'est pas une clientèle qui demande de l'aide ou qui aurait envie de s'échanger avec nous. La plupart du temps, non. Mais étant donné notre façon que c'est fait le service, on a quand même l'intervention de crise au téléphone, on prend la demande, on regarde, là, exemple, la personne a pu avoir des comportements violents. C'est sûr que ça dépend qui nous appelle aussi. Il y a des gens qui sont, mettons, un propriétaire de logement qui appelle pour un locataire, par exemple. Le propriétaire, il connaît pas trop le locataire, il sait pas trop, mais il peut entendre crier à l'étage. Il entend crier ou il nous dit ses observations, mais quand on a des doutes au niveau de l'agressivité ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on doit l'évaluer au téléphone avant d'arriver sur les lieux. Puis en fonction de l'évaluation, on est capable de se dire, en tout cas, jusqu'à la date, j'ai pas eu trop peur. Quand ça fait 1 an et demi que je fais ça, j'ai pas eu de situation que j'ai eu trop peur. Et c'est arrivé des moments où je me suis dit, ça c'était risqué. La personne était très très impulsive. Après, tu dis ça. Pendant aussi, à un certain moment, des fois où tu dis, tabarouette, là, qu'est-ce qui il marche vers moi, là, il monte le ton, fait que là, c'est sûr qu'on se fait des codes, avant de rentrer, on se dit, je sais pas, moi, on n'est pas des agents secrets, mais je sais pas si je me touche l'oreille ou si je dis telle chose. Vous allez être 2, disons? Oui, on est toujours 2. OK, c'est ça. On n'est jamais seul. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes toujours 2. Ouais. Mais il y en a un qui est comme en charge un peu plus d'intervention, l'autre est plus observateur. Observateur, puis on regarde aussi l'aspect de sécurité, justement, est-ce qu'on est-tu entre le client et la porte de sortie? C'est ce que j'allais dire, vous avez une petite structure. Y a-t-il des objets qui traînent, qui peuvent être dangereux? Est-ce que, quand même. Ouais. Puis, fait que c'est sûr que pour répondre à la question, ça dépend c'est qui demande, qui fait la demande d'intervention. Si c'est les policiers, c'est clair que quand on va arriver, les policiers vont être là. Mais il y a des situations qui sont quand même relativement dangereuses. En fait, que la personne dans un état qui
est dangereuse, mais on se déplace pas nécessairement avec des policiers. Fait qu'on y va, on constate que la personne va falloir l'amener à l'hôpital parce qu'elle est un danger pour elle-même. Fait que à ce moment-là, c'est nous qui appellent les policiers qui viennent sur place. On leur fait un topo de la situation, puis on leur demande d'appliquer la P38. Fait que la personne est amenée à l'hôpital. Fait que ça, pour répondre à la question, fait que ça dépend c'est qui nous appelle. Des fois, c'est vraiment la police qui nous appelle, puis des fois, c'est plutôt nous qui les appellent. OK. Sinon, ça peut être un membre de la famille aussi. Qui nous appelle, exactement. Puis Okay. à ce moment-là, même des fois, on va demander, par exemple, aux membres de la famille, est-ce que pour faciliter comme l'intervention, est-ce que ça serait ouvert à nous introduire à la personne, C'est juste ça. pour pas qu'on arrive trop comme... Parce que j'imagine que tu peux être reçu comme un peu un agresseur. Tu sais, Oui, on n'est pas toujours... si la personne est en situation de crise, puis il y a une composante psychiatrique, entre guillemets, Ouais. la perception de la réalité peut être un peu... Ouais, puis c'est un bon point ce que tu amènes, surtout quand on parle des gens qui sont psychiatrisés, qui ont eu des épisodes d'hospitalisation en lien avec leur trouble de santé mentale. C'est comme s'ils ont vécu plusieurs situations où ils ont été comme amenés contre leur gré. OK, c'est ça. C'est pas la première fois. C'est ça. Puis là, ils voient venir. Hein. Ils intègrent que quand il y a des intervenants qui viennent de façon imposée, la soupe chaude s'en vient. Donc, c'est sûr que ça amène des comportements de protection, comme ça arrive tellement de fois où je veux intervenir chez quelqu'un, je cogne à la porte, puis ça répond pas, mais j'entends la TV à l'intérieur, puis je sais que la personne elle est là, puis elle veut juste pas nous ouvrir. Là, OK. Ouais. Tu me parlais de pêche, là, donc le programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Tu m'avais parlé également en pré-entrevue de la Boussole, qui est un autre de vos organismes partenaires. Ouais. C'est quoi la Boussole? La Boussole, il y a la Boussole puis il y a le Cercle polaire. Okay. Ils offrent, c'est deux organismes là, qui offrent des services pour la même clientèle. Ça s'adresse aux proches des gens qui ont un trouble en santé mentale. Fait qu'on parle des parents, des frères et sœurs, des oncles, tantes. Ça, on parle de la Boussole et du Cercle polaire. Oui, exactement. Okay. Ils donnent vraiment pas les services à la personne, mais ils donnent des services aux proches de la personne malade. Ils organisent des groupes de partage, par exemple, entre parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, qui ont, par exemple, un trouble un trouble bipolaire, par exemple. Mm-hmm. Puis ils donnent des ateliers éducatifs, du coaching, ils font du suivi, parce que, tu sais, oui, quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, il vit des difficultés claires, directement en lien avec le trouble, mais ça a un impact aussi sur les proches, tu sais, les proches aidants, les gens qui sont vraiment impactés de près par les comportements de la personne. Et c'est stressant des fois d'avoir des gens qui ont ces pathologies-là, étant donné qu'ils ont des comportements à risque. Puis on n'a pas beaucoup de levier en tant que le commun des mortels. Nous, on envoie tellement des demandes d'intervention. Hey, mon ami a besoin d'aide, il a besoin d'aide, mais il veut pas d'aide. Puis je sais pas quoi faire pour qu'il en aille. Mais c'est plate parce qu'on peut pas forcer à quelqu'un à demander de l'aide, à moins qu'elle devienne un danger. Puis on revient à la P38. Exact. Puis à la demande d'ordonnance, qui est pour faire le pont avec la Boussole. La Boussole, eux, ont le mandat d'accompagner les proches dans cette démarche-là. Cette démarche-là, c'est, dans le fond, la demande d'ordonnance, il y a deux façons de la demander. Tu peux être psychiatre et la demander. Ça, c'est une façon. Une de tes invités en avait parlé, d'ailleurs. Mm-hmm. Lorsque c'est pas une équipe traitante qui fait la demande, ça se fait par le palais de justice, mais avant toute chose, à la Boussole. Fait que la Boussole, c'est des intervenants qui y travaillent. Mm-hmm. Par exemple, on a une demande d'intervention pour quelqu'un qui serait en épisode de manie. Okay. Un épisode de maniaque, là, comme associé à un trouble bipolaire. Pour expliquer un petit peu, un épisode maniaque, c'est quelqu'un qui serait très, très accéléré dans ses pensées, dans ses actions, réduction du besoin de sommeil, investissement plus dans des activités vraiment précises qui peuvent l'amener finalement à devenir un danger pour lui-même. Nous, on évalue que, par exemple, c'était pas un bon exemple, la manie, parce que la manie, on fait un P38 la plupart du temps, mais mettons qu'elle n'est pas assez accélérée ou elle n'est pas assez dangereuse.
on n'est pas capable de dire, OK, ça va arriver dans les 24 prochaines heures. On n'est pas certain. L'élément de dangerosité immédiat n'est pas là. C'est pas immédiat. Puis là, on sent que depuis un certain temps, il y a une dégradation. On fait une trajectoire, on se dit, crime, ça va continuer de se dégrader. Puis il n'y a rien qui va la retenir, cette personne-là, pour reprendre du mieux. T'sais. Donc, on n'est pas dans une imminence d'agir. Quand c'est le cas, on fait OK. Fait que là, l'orientation, c'est plus une demande d'ordonnance. Fait que là, on va rappeler les proches pour leur expliquer un petit peu notre orientation. Eux doivent prendre rendez-vous à la boussole ou au cercle polaire. Ils vont se faire guider dans la démarche. Ils vont être ensuite redirigés au palais de justice. Dans la journée même, la plupart du temps, il va y avoir vraiment une audience qui est faite pour ça. Ils vont rencontrer un juge, ils vont devoir témoigner, expliquer devant le juge en quoi la personne n'est pas dans son état normal, puis en quoi elle peut devenir un danger pour elle-même ou pour autrui. Puis c'est vraiment le juge qui doit déterminer est-ce qu'on demande une ordonnance d'évaluation psychiatrique ou non. C'est lui qui le but ultime étant encore une fois d'amener cette personne-là à l'hôpital contre son gré. Exactement. Dans le but de la faire évaluer. Exact. Puis par la suite, si c'est autorisé, ben là c'est ça. Je comprends que c'est un mécanisme différent de la P38. Hein. Exactement. Okay. Avez-vous... vous n'avez pas de clientèle pédiatrique? Ça arrive. C'est pas notre clientèle là, qu'on est le plus, outillé. Mais si vous êtes appelé pour un jeune de 16 ans, vous allez vous déplacer? Oui, même si de 14 ans et plus. 14 ans et plus? Oui. Okay. Pour ce qui est de l'hébergement, par contre, on demande la majorité. Puis, peut-être si tu as la réponse, mais pour les plus jeunes, est-ce qu'il y a des organismes à Québec ou ça va vraiment être hospitalier à ce moment-là? Parce qu'on a parfois des suicides chez des jeunes, des enfants. Oui, ben, sais-tu s'il y a des ressources? Services, clairement, la DPJ, souvent. Ça va être plus par la DPJ, oui. Okay. Dis-moi, tu parlais, juste pour revenir sur les ressources humaines, parce que je suis impressionné par le fait qu'il manque 50% des intervenants avec des besoins qui ont augmenté, probablement. Ce qui veut dire que c'est plus que peut-être l'effet est quasiment plus que 50% de pénurie. Mais ça ne menace pas l'existence du centre. Je ne peux pas imaginer que ça fermerait là, avec la quantité de gens que vous aidez. Ouais, je peux difficilement imaginer que ça fermerait. Est-ce qu'on est à risque de fermer? Ben, en tout cas, là, je le vois pas là, au bout. Il n'y a pas ça qui est à l'horizon, là, on va dire. Sauf que si ça poursuit comme ça, c'est clair qu'on peut être à risque. Là. En fait, cet hiver, dans mon chapeau de vice-président du syndicat, on a fait une campagne pour éviter la grève, que ça s'appelle. Puis c'était un peu justement pour aller chercher une visibilité. Puis en plus, c'était un peu stratégique. Les élections s'en viennent. On voulait vraiment avoir un petit boom de « Hey, on existe ». On a les mains liées, on a de la difficulté à augmenter nos conditions et garder notre personnel. Donc, on aimerait, on cherchait un petit peu à se faire connaître, à se faire entendre dans notre problématique de pénurie. C'est ça. Paradoxalement, je trouve que la campagne électorale, on n'a pas parlé beaucoup de santé cette fois-ci. Là. Non, hein? On n'a presque pas parlé de la pandémie non plus. Donc, on va voir la suite. Les gens sont tannés. Peut-être. As-tu en tête une situation difficile que tu as vécue depuis que tu travailles ici ou si ça se raconte, là, peut-être? Ben, c'est sûr que... Ou toutes les situations. Les situations, je pense beaucoup, on est très, très exposé à la souffrance des gens, là, fait que, c'est sûr que sur le long terme, pas qu'on se développe, pas qu'on est insensible, pas qu'on s'en fout, c'est juste qu'on est capable de le vivre avec les gens, mais on se crée une petite distance quand même là, pour rester professionnel puis pour rester aussi efficace dans le moment présent. Là. J'imagine, en tant que chirurgien aussi, vous avez dû développer une certaine... En fait, on se le fait enseigner. On parle souvent de l'empathie, tout ça, mais comme chirurgien, je dirais, il y a la souffrance des gens là, qui est une chose, là, donc ça, puis... En chirurgie, il y a les complications, je sais pas aussi. Les complications opératoires, ça, souvent,
ça nous revient directement. Ah oui, C'est la conséquence de notre geste. Ouais, je comprends. Fait que ça, c'est comme une composante particulière. Là. Ouais. Donc, il y a des histoires là, de gens qui ont arrêté une carrière de chirurgien après une complication. Ah ouais. Des fois, j'ai entendu des histoires des complications chez des jeunes patients qui entraînent des décès ou des choses comme ça. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux résidents, là, dans le fond, parce que je suis en situation d'enseignement, là, parce que quand tu quittes la salle d'opération, il faut que tu sois satisfait. Là. C'est ça. À partir du moment où tu penses que tu ne pouvais pas faire mieux ou qu'on ne pouvait pas faire mieux comme équipe, les complications sont plus acceptables. Mais ça prend du temps, tu sais, quand on commence à pratiquer souvent une complication grave, on peut traîner ça pendant des semaines de temps. Là, c'est difficile parce qu'il faut continuer à travailler pendant ce temps-là. Ouais. Puis là, le cas qu'on a fait qui est compliqué, ben on va en refaire un pareil la semaine d'après. C'est ça. Là, on faut pas remettre tout en doute. Là, non, mais c'est pas toujours facile. Mais on finit effectivement par s'habituer, puis on pense qu'on devient meilleur, donc on a l'impression qu'on est moins souvent confronté à ça, mais il faut rester aux aguets, là, parce que puis il y a le danger de devenir trop confiant. Ouais, OK. Puis de baisser la garde un peu. Puis, quand je dis de s'exposer, c'est jamais nous qui nous exposons, c'est toujours le patient. C'est un mélange de prudence, compétence, humilité, je pense. Ça prend tout ça là, pour réussir à évoluer là-dedans. Là. Pour revenir à ta question, je pense que moi, personnellement, ce que je trouve difficile en tant qu'intervenant, étant intervenant de crise, on intervient dans un paquet de contextes, comme je disais tantôt, mais vraiment, c'est les interventions post-vention, post-trauma. Okay. On est, par exemple, il y avait eu l'attentat à l'Halloween ou à la mosquée, où il y a eu des interventions du centre de crise dans ces contextes-là pour la post-vention des témoins, des proches, des gens qui ont assisté à tout ça, ou juste des gens qui assistent à les décès d'un proche. Moi, en tant qu'intervenant, j'ai beaucoup de difficultés avec ces interventions-là parce que on est tellement impuissant, il y a tellement pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire. La situation est grave, est lourde. Puis même si tu es là en tant qu'intervenant, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour soulager, contrairement aux autres situations. Ces premiers intervenants-là, ce sont des victimes collatérales. Comme dans le cas de la mosquée, si je ne me trompe pas, il y a une ambulancière qui s'est enlevé la vie quelques années plus tard. Je pense aussi qu'il y a dans l'affaire Guy Turcotte, je pense qu'il y a un policier qui s'est enlevé la vie par la suite. Donc, ce qui m'amène à te demander, est-ce que vous faites-vous des petites séances, je dirais, là, de débriefing à l'interne, parfois, de discuter des cas difficiles? Oui, en effet. Juste ça, parce que ça arrive des fois qu'il y a des gens, exemple, qui sont. Ça arrive pas nécessairement ici au centre de crise, mais des gens qui sont en hébergement, qui vont à l'extérieur, puis pendant qu'ils étaient à l'hébergement, ils ne le disaient pas trop, ils ne laissaient pas trop paraître, puis nous on leur fait confiance, puis c'est arrivé des suicides, puis en effet, quand ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, oui, il y a des moments, comme tu dis, où on s'assoit en équipe, on essaie de voir, dans l'idée aussi de s'améliorer en tant qu'équipe, mais aussi juste pour essayer de dédramatiser. S'il y a des gens qui semblent qu'ils portent un petit peu plus la responsabilité, mais le fait de se revoir en équipe puis d'en parler en équipe, mais ça permet de partager justement cette... Est-ce que ce sont des rencontres statutaires, disons, ou c'est au besoin? Je pense que c'est ponctuel. Mais de toute façon, tous les jours, c'est sûr que des échanges il y a des transferts d'informations. Ça sert aussi pour ça, ces rencontres-là. J'imagine que la pandémie, ça n'a pas dû aider, là, parce qu'il y a moins de contacts, des contacts de corridor, pour vous, là, tu sais. Non, nous, ça ne nous a pas impacté beaucoup, à part le port du masque. Puis la distance. On n'a pas fermé les services. Pas de télétravail, Non, c'est difficile à aménager, ça. Dis-moi, avec le travail que tu fais, là, toi, ta définition de la santé, c'est quoi, là? En plus, un ancien sportif, un ancien joueur de football du Vert et Or de Sherbrooke. Je dirais la définition de la santé.
Je pense que c'est une question d'équilibre en premier lieu, mais je pense que c'est beaucoup la capacité à quelqu'un de, exemple, je vais dire un mot de football en plus, encaisser, tu sais, sans casser, dans le fond, comme plier, d'être volatile avec flexible dans les épreuves de la vie qui sont sur notre chemin. Donc, dans le fond, si on est trop rigide, puis qu'on a trop une façon de faire, puis qu'on a une épreuve de la vie, mais on a plus, je pense qu'il y a plus de chances qu'on casse, dans le fond. Donc, la souplesse, je pense, c'est quand même un bon facteur de protection. OK, c'est bon. Est-ce que c'est ton travail ici qui t'a amené à adopter cette définition-là ou tu penses que tu l'avais déjà? Je pense que peut-être plus, plus, parce que c'est sûr qu'on voit des gens qui, par exemple, vont être très, très impactés par un stresseur versus on va avoir une autre personne qui va avoir ce stresseur-là, puis pour lui, c'est pas un problème, c'est plutôt tel autre stresseur. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de voir des situations puis beaucoup de types de personnalités, on se rend compte, moi je trouve par mon expérience ici que vraiment il y a cette composante-là d'être capable de s'adapter, dans le fond. Je pense que c'est ça le mot que je voulais dire. Oui, s'adapter. J'avais résilience en tête, je t'écoutais parler, là, mais je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est la première fois que quelqu'un me soumet cette définition-là, puis je l'aime beaucoup. Christopher, à la fin des balados en général, même si les sujets sont plus, je dirais pas lourds, mais plus sérieux, il y a toujours une petite section de baguette magique pour apprendre à parfois connaître mon invité sous un autre jour. Alors, donc, je te laisserai changer instantanément une chose dans le système de santé en octobre 2022. Ce serait quoi? Clairement, la reconnaissance de l'expertise qu'on retrouve dans le milieu communautaire, je pense que ça, c'est définitivement une des raisons qui m'amène à venir te parler aujourd'hui, puis en tout cas, que je suis directement impacté. Puis je considère aussi que le système de la santé est impacté par ça, parce que là, je parlais de pénurie de personnel. Tu parlais aussi si le centre de crise s'éteint. Je pense que le centre de crise ne doit pas s'éteindre. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas de la difficulté à se faire une idée pourquoi c'est si important que ça. Mais si on n'est pas là demain matin, mettons, on engorge un peu plus les urgences. Pas un peu. Beaucoup. C'est ça, beaucoup. Parce que nous, on intervient en amont de ces choses-là. Puis il y a juste 5% de nos orientations d'intervention qui orientent vers l'hôpital ou le 911. Donc, si on n'intervient pas en amont, fait que toutes ces choses-là, tous ces gens-là dans le besoin, si on fait une trajectoire de crise, vont finir par appeler le 811, appeler le 911, se présenter à l'urgence. Puis c'est pas nécessairement des situations qui nécessite une consultation à l'urgence ou qui nécessite un 911, du moins a priori. Mais c'est ça. Fait que la reconnaissance, vraiment, c'est ce que je dirais, la reconnaissance de l'expertise du milieu communautaire, je pense qu'il offre un bon soutien au système de santé actuel. Renforcer ça, même, ça permettrait peut-être d'avoir des bonnes impacts. En tout cas, à t'écouter aujourd'hui, moi je suis convaincu de la pertinence du centre. Je n'ai aucun doute. Si je reprenais ma baguette magique, donc, et je te laisserais rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un verre, un café, ou comme on fait ce matin. Tu vois, c'est drôle, j'écoutais d'autres de tes podcasts, puis je me disais, hey boy, ça va me prendre au dépourvu, cette question-là, s'il me la pose, je vais me préparer. Puis je me disais, oui, c'est une bonne idée. J'avais pensé à Evans Villeneuve, un médecin psychiatre là, qui est une renommée là, dans le traitement des troubles de la personnalité, là, du moins à Québec. C'est lui qui a travaillé beaucoup le programme là, l'hôpital de jour du Faubourg. Pourquoi parler à lui? C'est sûr que je pense que ça serait très, 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 très enrichissant. Par contre, depuis que j'ai eu cette réflexion-là, ma coordination a réussi à l'avoir comme invité. Il va venir comme le mois prochain.
nous parler des troubles de personnalité, puis faire comme une espèce de petite formation, un échange, un partage. OK. Fait que je suis très... Mon rêve se réalise. Ton vœu va être exaucé. Je pourrais peut-être pas prendre une bière avec, mais OK. au moins je vais pouvoir échanger avec cet homme-là. Écoute, parfait. Donc, ça, c'est au mois de novembre. Oui, c'est ça, Ah, exactement. c'est super. Est-ce qu'on peut aider financièrement le Centre de crise de Québec, les gens qui écoutent? Ou, Oui, monsieur, madame, tout le monde peut faire des dons. Par le site Internet. OK. Exactement. La seule chose, c'est que, autre que des dons financiers, c'est difficile. Il y a des gens qui veulent peut-être donner de leur temps. Oui, c'est ça. On a dit que le bénévolat n'était pas une structure. C'est ça, c'est difficile. Mais on peut faire des dons. Oui, Personnels. Excellent. As-tu une dernière pensée ou un dernier conseil ou tout a été dit? Écoutez, je pense que je pourrais en parler une journée de temps du travail qu'on fait au centre de crise. Ça me passionne vraiment beaucoup. Je pense que je vais m'en tenir là, mais c'est sûr que j'ai bien aimé d'avoir l'occasion de parler avec toi, de m'échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Christopher. C'était un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut.